Et nous accueillons aussi sur ce plateau Jocelyn McClure, professeur à la Faculté de philosophie de l'Université Laval. Bonjour Jocelyn. Bonjour Marie-Louise. Avec vous aujourd'hui, nous continuons cette série d'analyses de la pertinence actuelle de la pensée de grands philosophes. Vous avez choisi de parler de John Stuart Mill, philosophe et économiste britannique qui a vécu au 19e siècle, avant-gardiste à bien des écarts, féministe d'ailleurs. En quoi sa pensée est pertinente actuellement? On trouve dans sa pensée un des plus riches plaidoyers pour le développement de l'autonomie, de l'individualité, de son plein potentiel. Puis avec ça vient une critique de ce que on peut appeler les politiques paternalistes. Donc soit l'État ou soit la majorité donc veut nous dire comment on devrait se comporter, qu'est-ce qu'une bonne vie. Puis Mill était très récalcitrant par rapport à ce genre de politique-là. Puis dans un contexte où l'État intervient de plusieurs façons aujourd'hui pour réguler nos vies, de se rappeler la pensée de Mill, qui était aussi un très bel écrivain. Je pense que c'est très pertinent. Merci et bienvenue à tous. Qu'ont-ils à nous dire? En compagnie de Jocelyn McClure, auteur et professeur au département de philosophie de l'Université Laval, nous allons aujourd'hui analyser la pertinence actuelle de la pensée de John Stuart Mill. C'est votre choix, Jocelyn McClure, philosophe comme vous, économiste britannique né le 20 mai 1806 à Londres, en Angleterre, et mort le 8 mai 1873 à Avignon, en France, fils de James Mill, qui était lui-même philosophe. Il fut très tôt éduqué par son père à lire les grands auteurs grecs et latins. Ça vous aurait fait plaisir, Alain Farrar. Et puis, il maîtrise la pensée des économistes Adam Smith et David Ricardo très jeune, à l'âge de 14 ans. Puis, il a été éduqué dans la pensée utilitariste, absolument, Jocelyn. Et puis, à l'âge de 20 ans, scandale, crise, il est victime d'une profonde dépression nerveuse. Hein? Oui, c'est une grande remise en question pour lui, mais comme vous l'avez dit, donc son père, James Mill, un des esprits les plus influents de son époque, a décidé de s'occuper lui-même de l'éducation de son fils, si bien qu'à 3 ans, donc Alain aurait été content, il commence à apprendre le grec ancien. À 8 ans, il a déjà tout lu Hérodote et Platon dans l'original, et là, dans son autobiographie, parce que Mill a aussi écrit son autobiographie, il dit, là, à 8 ans, donc j'ai pu commencer à apprendre le latin, puis lire les grands auteurs. C'est un espèce de petit Mozart de la philosophie. C'est un enfant prodige, à la fois un peu bête de cirque, si bien que plus tard, donc à 20 ans, une grande remise en question. Qu'est-ce que cette remise en question a provoqué chez lui? Parce que ce que j'ai lu, moi, c'est qu'il a vraiment réalisé qu'il était donc effectivement à l'écart de son moi, de profond, et qu'il voulait intégrer donc l'expression des émotions désormais dans sa pensée. Exactement. Donc une espèce d'éducation sentimentale, c'est ça qui lui a tragiquement manqué. C'est bien qu'il l'ait réalisé quand même. Oui, c'est ça. Puis assez tôt, puis une des grandes influences sur lui, donc après la pensée très froide, rationnelle de son père, c'est un proche de Jeremy Bentham aussi, qui est un des grands philosophes, celui qui a pensé l'utilitarisme au départ. Donc, il a découvert la pensée romantique, tant anglaise, mais aussi allemande. Donc, il a lu, entre autres, Humboldt, a eu une influence importante chez lui. Puis c'est là où tout l'aspect, donc le lien avec les émotions, mais l'idée qu'on a tout un potentiel humain qu'il faut développer, qu'il faut exprimer. Il a pris ça chez les romantiques. Puis, il a fait une espèce de synthèse donc entre la pensée utilitariste et romantique. À la base, donc, il y a la pensée utilitariste. Là. Qu'est-ce que c'est exactement? En quoi ça consiste? Alors, l'utilitarisme, au fond, c'est souvent on la condamne aujourd'hui cette pensée, mais c'est une pensée qui était révolutionnaire pour l'époque parce qu'elle était foncièrement égalitariste. Donc, les Bentham et ses disciples, dont James Mill, le père, disaient que ce qu'il faut faire lorsqu'on décide comment on va agir personnellement que sur le plan des politiques, d'un point de vue collectif, il faut toujours tenter de maximiser le bonheur pour le plus grand nombre. Donc, puis ce qu'il y avait de révolutionnaire là-dedans, c'est qu'on est encore dans une société qui était très fortement aristocratique, où tout dépendant dans quelle famille on naissait, on avait certains privilèges, certains statuts sociaux déjà assignés. Une grande rigidité des classes sociales, exactement, beaucoup de pauvreté, évidemment. Donc lui, Bentham et les Mills nous disent le bonheur de tous les individus comptent également. Donc, tout le monde compte, tout le monde a une voix au chapitre, puis ce qu'il faut faire, c'est trouver des politiques qui vont améliorer le bonheur de tous, du plus grand nombre. Donc, ça, c'est une partie de... donc, Mill a tenté de réviser donc, cette philosophie-là. Donc, ça fait partie dans son héritage aujourd'hui. Donc, il a développé une position utilitariste qui était différente de celle de son père. Son livre le plus connu, il l'a publié, donc, il l'a écrit avec sa femme, celle qui fut sa femme, sa compagne pendant des années
alors qu'elle était mariée, ce qui a créé un certain scandale. Encore une autre preuve de son avant-gardisme dans le choix de sa vie conjugale. Ouais. Mais il a écrit avec cette femme, là, Henriette Taylor, ce qui fait de lui un féministe. Exactement. Aussi. Donc, de la liberté. C'est ça. Oui. Puis pendant 20 ans, donc Mill a été le confident de Harriet Taylor, mais c'est une relation parfaitement platonique. Autant il est avant-gardiste, autant c'était une forme de puritain, là, culturellement parlant. Donc pendant 20 ans, ils ont été des compagnons, des confidents, des amis dans une relation platonique. À la mort de son mari, Harriet Taylor, donc là, marié Mill. Puis Mill, à ma connaissance, c'est le philosophe qui a reconnu le plus fortement l'influence de sa conjointe dans l'élaboration de sa propre pensée. Donc, il nous disait au fond que ses idées étaient inextricablement liées à celles de sa femme, puis que c'était impossible de dire que donc c'était vraiment ses idées Quand uniquement même, à lui. Hein? Oui. Si bien donc qu'il le dit dans la dédicace de La Liberté que Harriet Taylor est la co-auteure, ni plus ni moins du livre. Puis il y a une superbe dédicace. Je lis juste la dernière phrase. Si seulement, donc elle était décédée lorsque le livre a finalement été publié, si seulement j'étais capable d'interpréter pour le monde ne serait-ce que la moitié des grandes pensées et des nobles sentiments qu'elle a emportés dans sa tombe, je lui apporterais plus de bien qu'il ne pourra jamais résulter de tout ce que je pourrais écrire sans l'émulation et l'assistance de sa sagesse incomparable. Il écrit bien, vous le disiez. Il écrit hein? très, très bien. Ouais. Donc, sa pensée est formée. Bon, c'est un féministe. C'est aussi quelqu'un qui s'est prononcé pour l'abolition de l'esclavage bien avant les faits. Encore une autre preuve de son avant-gardisme. Mais avant tout, il parlait de liberté d'expression, évidemment, et où se termine la liberté. Il a beaucoup réfléchi là-dessus dans une vie en société. Hein. Exactement. Ouais. Donc, c'est l'héritage romantique dont je parlais tout à l'heure. On a toute une individualité qu'il faut développer, exprimer. Puis pour ça, on a besoin de liberté, d'un espace de liberté le plus grand possible. Puis l'État et la majorité, donc, doivent pas interférer avec cet espace de liberté. Donc, c'est ça un de ses grands combats. Ce qu'il appelle le paternalisme d'État. C'est ça. C'est ça qu'il dénonçait, au fond, qu'on pourrait dire. Cette idée que parfois, donc, l'État ou la majorité va évaluer pour nous ce qui est bon, ce qui est une bonne vie, va tenter de nous imposer un mode de vie en particulier. Donc, Mill nous dit que ça, c'est pas à l'État de faire ça, que c'est à chaque individu de faire ses propres expériences, souvent par essai-erreur, puis de tracer son propre chemin. Si on prend des exemples actuels, parce que l'idée aussi, Jocelyn, c'est la vôtre, c'est d'inscrire la pensée de John Stuart Mill dans le monde contemporain. Quelles sont les situations où l'État, à l'heure actuelle, tente d'imposer donc une façon de se conduire aux citoyens? Donc, dans des exemples de politique paternaliste, dans le débat sur la Charte des valeurs, souvent, donc, évidemment, on parlait de la femme musulmane qui porte le foulard, qui porte le voile. Puis très souvent, donc, l'argument qu'on entendait, c'est que, certaines disent le porter volontairement, mais fondamentalement, on sait que ça peut pas être vrai, que ces femmes savent pas vraiment ce qui est bon pour elles. Si elles pensent le porter volontairement, c'est qu'elles ont dû intérioriser, au fond, l'espèce d'oppression donc, on pensait à leur place. Exactement. Ouais. Donc, on pense savoir ce qui est bon pour elles. Ça, c'est le genre d'argument que, donc, Mill n'a pas du tout de patience pour ce genre d'argument-là. Donc, les individus peuvent se tromper, mais c'est à eux de faire leurs propres expériences, puis d'assumer les conséquences aussi de leurs actes. Il faut pas être paternaliste dans ce sens-là. Autre exemple très actuel, celui des mères porteuses. Qu'est-ce qu'il aurait pensé de ce qu'on dit sur les mères porteuses? Donc, il y a plein de raisons qui peuvent faire en sorte qu'on pense qu'on ne devrait pas financer, qu'on ne devrait pas pouvoir vendre son corps pour tout ça. Mais un des arguments qu'on entend parfois, c'est l'idée que on peut pas, encore là, une fois, choisir au fond, de vouloir porter un enfant qu'on va ensuite donner à ses parents non biologiques. Encore là, il doit y avoir quelque chose d'inconscient qui motive les femmes qui disent être prêtes à le faire, qui fait en sorte qu'elles sont pas vraiment libres et c'est pas véritablement un consentement éclairé. Donc, Mill pourrait nous dire, il y a d'autres raisons de s'opposer à ça, mais celle-là, c'est pas une bonne raison. Encore là, il faut pas juger à la place des femmes en question. Ouais. En ce qui a trait au conjoint de fait, vous teniez à parler de ce fait d'actualité. Évidemment, il y a le Conseil du statut de la femme là, qui vient de publier un jugement à cet égard. Qu'est-ce que Mill aurait pensé de cette situation qui n'est pas réglée au point de vue juridique? Tout à fait. Ça, c'est un dossier intéressant. Donc, présentement, on est la seule province au Canada où les conjoints de fait, ont pas les mêmes protections que les couples qui sont mariés une fois à la séparation. Oui. Donc, pas ce qui a trait au patrimoine, par exemple. C'est ça, le patrimoine, partage du patrimoine, pension alimentaire. Donc, présentement, il n'y a pas d'obligation, donc, du conjoint, par exemple, le plus fortuné de partager le patrimoine et ainsi de suite. Dans toutes les autres provinces canadiennes, après un certain temps de cohabitation, les conjoints de fait ont les mêmes garanties que les couples mariés. Donc là, par exemple, le Conseil du statut de la femme nous dit
dit. Donc ici, au Québec, on a beaucoup de couples qui vivent en union de fait, mais ils sont pas vraiment conscients de ce que ça implique, cette décision-là. Donc, ils sont pas au fait de la loi, puis ils savent pas qu'ils sont pas protégés. Puis là, ils réalisent à la séparation qu'ils sont pas du tout protégés. Donc, ce qu'il faut faire, c'est changer la loi, puis faire en sorte que les mêmes protections s'appliquent pour les conjoints de fait. Donc, sur la base d'une espèce d'insouciance, de méconnaissance des gens, on devrait limiter la liberté, parce que c'est une liberté de pouvoir choisir entre deux types d'unions. Oui, Une union qui est moins engageant, alors que si on se marie ou si on passe un contrat de vie commune, là, on peut décider de tout partager, tout ça. Mais moi, je pense qu'il y a des bons arguments en faveur de la position du Conseil de statut de la femme, je tiens à le dire, mais à partir d'une perspective comme celle de Mill, cet argument-là, pour lui, tient pas la route. C'est-à-dire que on a des individus qui sont majeurs et vaccinés. S'ils connaissent pas la loi, mais c'est à eux d'assumer les conséquences de leur décision. Donc, lui, il serait assez, en tout cas, une perspective qui s'inspire de la sienne et résiste à cette idée d'une politique pour protéger les individus contre eux-mêmes. Contre eux-mêmes. C'est ça. John Stuart Mill est aussi surtout un partisan de la tolérance et de l'ouverture aux autres. Ça aussi, c'est une position intellectuelle qui est très, très importante actuellement. Très importante encore aujourd'hui. Oui. Donc, encore pendant le débat sur la charte, on entendait souvent « Ah non, mais moi, j'ai un droit fondamental de pas être exposé, par exemple, à la religion des autres. Donc, Mill dirait « Ben non, ça, on n'a pas de droit. On a des droits fondamentaux de s'exprimer, de vivre selon notre propre plan de vie, mais je veux dire, il faut tolérer des modes de vie qui sont radicalement différents des autres, dans certaines limites. » Donc, ça, c'est Et on va être exemple. Exposé à des modes de vie radicalement différents d'une autre de plus en plus. Exactement. Donc, puis un plaidoyer aussi que je trouve extrêmement d'actualité pour la liberté d'expression. Donc, Mill nous disait qu'il faut encore là aussi tolérer des opinions qui sont contraires aux nôtres, non seulement pour des raisons morales, mais aussi pour des raisons liées à la recherche de la vérité. La meilleure façon de cheminer vers la vérité, pour lui, c'est de se confronter avec l'erreur, au fond. Voilà. Donc, d'accepter de débattre avec des points de vue opposés aux nôtres, de les prendre les plus au sérieux possible, de faire preuve d'une espèce d'ouverture qui disait peut-être que là, il y a quelque chose que qui devrait m'amener à revoir ma propre position. Ça, je trouve ça très important. On est dans un monde saturé par l'opinion, puis moi, le premier, je contribue à ça. Il y a des blogs, ça finit plus. Mais on n'a pas l'impression qu'on avance dans une discussion démocratique, où chacun accepte de se mettre en jeu. Au contraire, on a l'impression qu'on vit dans un monde où les débats sont de plus en plus polarisés. Exactement. Donc, Mill, puis lui-même le pratiquait, va toujours chercher à entrer en dialogue avec ses opposants. Puis, ultimement, donc sa leçon, c'est il faut changer d'idée si on n'est pas capable de réfuter une position adverse ou si on avait omis quelque chose. Je veux dire, il faut faire preuve de cette humilité-là. Et voilà. Ça a aussi été un homme politique avec une éthique très rigide qui a fait en sorte qu'il a refusé de se présenter de nouveau, parce que ça ne correspondait pas à ses valeurs. À la fin de sa vie, il a accepté de se présenter dans une circonscription suite à des pressions de certains de ses proches, mais il a dit ma condition, c'est que je ne ferai pas de compromis avec mes principes, puis je vais toujours défendre des positions que je juge vraies ou nécessaires, même si elles sont impopulaires. Puis là, il a défendu très, très fortement l'extension du suffrage aux femmes. Il a défendu toutes les positions pour des meilleures conditions de vie pour les ouvriers, ainsi de suite. Puis, finalement, il n'a pas été réélu parce qu'il avait défendu souvent des positions impopulaires. Mais pour lui, ça, c'était pas grave. Puis je pense qu'on a besoin de plus de représentants politiques de ce genre-là qui sont prêts... Qui ont des principes. Qui sont prêts à payer le prix aussi pour défendre des positions qui sont avant-gardistes. Mais les interventions de Mill ont fait en sorte que les droits des femmes ont progressé, je veux dire, par la suite. Ça a été une étape nécessaire dans l'extension du droit de vote aux femmes. Oui. Quelles sont les limites de sa pensée? Il reste 1 minute à peine à l'émission. Parmi celles-là, d'un point de vue philosophique, je pense que, autant Mill est un de mes grands héros philosophiques, je pense que maintenant, après 2 siècles de promotion de l'individualité, de la culture des droits et libertés, on sait que c'est de plus en plus difficile d'adopter des politiques du bien commun, de l'intérêt collectif. Je pense qu'il faut accepter que les droits et libertés peuvent être limités non seulement pour défendre les droits d'autrui, mais aussi au nom d'une certaine idée du bien commun, de l'intérêt collectif. Dans certains cas, il faut accepter ça. Puis Mill n'était pas prêt à aller jusque-là parce qu'il vivait dans un contexte très différent du nôtre, forcément. C'est ça. Alors, de la liberté, il faut lire ce livre qui semble remarquablement écrit d'ailleurs, bien traduit en français en version poche. Quelle bonne nouvelle chez Gallimard. Merci beaucoup, Jocelyn McClure, d'avoir accepté d'analyser la pensée actuelle, la pertinence de la pensée de John Stuart Mill.